J'ai choisi de porter la problématique essentiellement sur l'évaluation de la régulation. La problématique en fait est là, puisqu'on a tous besoin de médicaments pour nos patients, que ces médicaments puissent donc être évalués et des AMM qui puissent être remboursés, donc pris en charge par la collectivité. Donc vous allez voir que ce n'est pas forcément toujours très facile. Alors qu'est-ce qu'une maladie rare? J'ai piqué simplement sur le site du ministère de la Santé les définitions que je vous montre là. Donc une infection qui touche un nombre restreint de personnes, c'est moins d'une personne sur 2000 en Europe, en France. Et ici, il y a moins de 30 000 personnes atteintes actuellement dans notre pays. Et donc, concernant les maladies orphelines, considérer les maladies orphelines, celles qui n'ont pas de réponse thérapeutique. Alors, je vais traiter en premier le problème du médicament orphelin. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ce que je ne savais pas encore il y a quelques temps, c'est que le médicament orphelin, c'est une définition essentiellement économique. Et c'est un schéma économique, le médicament orphelin. C'est-à-dire que c'est un médicament qui a une procédure d'inscription qui est facilitée et une procédure d'enregistrement facilitée, un développement facilité et une exclusivité de commercialisation, notamment, et une AMM facilitée. Donc il y a un certain nombre de critères qui désignent ce médicament orphelin, qui sont en fait définis au niveau européen. Un critère de prévalence, donc sur une maladie rare, ou un critère économique, on en revient toujours à ça, qui concerne une maladie qui met la vie en danger des patients ou qui est très invalidante et qui, s'il n'y a pas d'incitation des autorités, ne permet pas à l'industriel de développer ces traitements. Il faut également qu'il y ait un critère de bénéfice clinique. Donc il n'y a pas de traitement satisfaisant, ce qui est le cas pour la plupart de nos pathologies. Mais il faut que ce médicament puisse apporter la preuve d'un bénéfice clinique significatif. Et c'est là que souvent le bas blesse. Et il faut savoir que ce médicament est désigné par indication. Exemple de la maladie de pompe, il y a une indication pour le pompe infantile et une indication pour le pompe adulte. Juste pour vous montrer le développement au cours du temps donc des maladies orphelins, vous voyez que pour les pathologies neurologiques, on ne peut pas dire qu'il y ait foule d'innovation, à part peut-être en 2007. Mais juste deux mots de l'AMM rapidement, c'est que tout médicament qui veut être sur le marché doit bénéficier d'une AMM pour être commercialisé ou distribué, donc doit avoir fait l'objet d'une évaluation, donc d'essais cliniques. Il faut différencier de l'ATU, je vous remets juste là, qui sont les médicaments qui ne sont pas forcément soumis, qui n'ont pas d'AMM ou pas encore obtenu d'AMM, et du médicament d'exception qui est une restriction à la prescription sur des ordonnances particulières, sinon le patient n'est pas remboursé. Tout le problème va être, dans un premier temps, de montrer l'efficacité. Et ensuite, une fois qu'on aura montré cette efficacité, il faudra montrer à la collectivité quel est le bénéfice, l'intérêt thérapeutique de ces traitements. Alors parfois c'est très facile, comme dans le cas de la maladie de pompe infantile, où on n'a même pas besoin d'essais randomisés contrôlés, et que simplement en comparant, l'effet est tel qu'en comparant par rapport à une série historique, on a une efficacité qui est absolument majeure, et une efficacité importante sur la morbimortalité. En général, le traitement ne pose pas de problème. Autre exemple, des IEC dans la myopathie de Duchenne, ou sur des essais contrôlés randomisés, on a un effet important sur la morbimortalité. Des effets sur la morbidité, là j'ai simplement regardé dans la mucoviscidose, donc vous voyez à droite sur le B, il y a un effet sur le nombre d'exacerbations chez les patients qui ont des régulateurs du canal chlore, avec un effet également sur d'autres critères d'évaluation, donc un effet sur la morbidité, et là ces traitements en général ne posent pas de problème. Parfois, on a besoin de critères fonctionnels. Alors là, je vous ai mis l'exemple de l'éphédrine Voldoxet, où là aussi on a un effet majeur important simplement sur des critères cliniques simples, avec un effet qui pose pas de problème pour prouver l'efficacité du traitement, même si on n'a pas de groupe contrôlé. Et par contre, c'est plus problématique, et vous connaissez tous l'exemple de la maladie de pompe et de la pompe adulte, où malgré le fait qu'on arrive à démontrer une efficacité, si vous arrivez avec ce type de démonstration, mettons avec des médicaments, par comparaison avec des médicaments pour le diabète ou pour l'hypertension artérielle, vis-à-vis des autorités de santé, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas comprendre que ce médicament peut être efficace, qu'une stabilisation de la maladie est probablement
aussi dans ces pathologies, dans certains cas, aussi un critère d'efficacité. Et là est vraiment la problématique de l'évaluation de ces traitements. Le critère de choix, le critère de jugement est également important. Je cite l'exemple du modafinil dans le Stenert. Quel est le meilleur critère de jugement? Est-ce que c'est la somnolence subjective? Est-ce que c'est la somnolence objective? En sachant que les deux sont pas reliés de façon claire. C'est que des patients peuvent avoir une somnolence subjective importante, mais pas de somnolence objective, et inversement. Donc le choix du critère, et c'est un vrai problème puisqu'on n'a pas toujours les bons critères dans les pathologies, notamment du fait de la rareté des pathologies. J'ai aussi cet exemple récent qui est passé, qui a été évalué récemment, notamment en commission de transparence, qui a été le tafimidis, qui a montré une efficacité dans les neuropathies amyloïdes, mais une des critiques qui avait été faite quant aux critères de jugement, c'est qu'ils n'étaient pas spécifiques de la maladie et que ça a été les critères génériques qui ont été utilisés pour évaluer l'efficacité du traitement, les critères de neuropathie générique. Voilà. Dans d'autres cas, on ne dispose seulement de biomarqueurs, donc de critères intermédiaires ou de critères de substitution pour dire que le traitement est efficace. Donc je ne sais pas si Dominique est là, mais dans le Fabry, le traitement a été développé et évalué sur une amélioration de la clairance du biomarqueur, qui est le excusez-moi des gros mots, le globotriaosylcéramide, qui nous montrait une diminution de la clairance donc plasmatique, mais également tissulaire. Et l'AMM avait été accordée là-dessus. Et dans le développement du traitement, et la chance avait été donnée aux produits et aux patients. On a pu montrer que cette clairance du biomarqueur, cette clairance plasmatique tissulaire a ensuite eu un effet donc fonctionnel et un retentissement sur la progression de la maladie, donc un retentissement clinique. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on arrive avec des traitements et qu'on doit les faire évaluer et rembourser. Alors comment ça se passe une fois qu'on a eu l'AMM pour un produit? Donc l'histoire de l'AMM, c'est l'AFSAT, maintenant la NSM, et puis ensuite il va falloir qu'on démontre aux autorités quel est l'intérêt thérapeutique de ces produits, et ça va passer par l'avis de la commission de transparence. Une fois que cet avis est rendu, va être déterminé un service médical rendu du produit, puis une amélioration du service médical rendu du produit, et une décision de cet avis est transmis au ministre et également au CEPS, au Comité économique des produits de santé, qui va négocier avec le laboratoire le prix du traitement. Alors c'est évident que plus le SMR et le ASMR sont élevés, plus le laboratoire aura un retour sur investissement important. Et la décision finale étant prise par le ministre de la Santé. Alors, je vous ai remis ce que c'est que le SMR, service médical rendu. Il y a plusieurs niveaux de service médical rendu, soit important, soit modéré, soit faible et insuffisant. Et si le service médical rendu est estimé insuffisant, le médicament n'est pas pris en charge par la collectivité. Et tout dépend bien sûr de l'efficacité du traitement, de sa place dans la stratégie thérapeutique, de la gravité de la pathologie et du type d'action du traitement, est-ce qu'il est curatif ou contre-asymptomatique ou préventif. Ensuite va se discuter l'amélioration du service médical rendu par rapport à l'existant. Or la problématique dans les pathologies rares, c'est qu'il n'y a souvent pas d'existant. Et à quel comparateur doit-on justement les comparer? Et c'est là que souvent le bas blesse. C'est qu'on peut avoir un ASMR 1, c'est-à-dire qu'il y a un effet majeur sur la mortalité. 2, c'est essentiellement sur la morbidité. 3, c'est une amélioration clinique significative. Et 4, c'est beaucoup plus modéré. Et 5, il n'y a pas d'amélioration par rapport à l'existant. Pas d'amélioration au service médical rendu. Voilà. Donc en conclusion, je vais rattraper à peu près le temps perdu. Donc la problématique, c'est qu'il y a peu de malades, donc des pathologies rares, et qu'il faut un peu qu'on change peut-être nos mentalité dans l'évaluation et pas rester uniquement sur des évaluations qualitatives pures, puisqu'on très difficile, sauf cas particulier, d'avoir des essais et de faire des essais à haut niveau de preuve. C'est des essais lourds, souvent multicentriques, multinationaux, etc. On a vu toutes les difficultés d'évaluation. Les périodes d'évaluation sont souvent longues. Est-ce que l'effet, on doit le juger à 1 an? Et c'est vrai que là,
on peut comprendre que les industriels qui se lancent dans la commercialisation de ces traitements veulent un retour sur investissement rapide au bout d'1 an ou de 2 ans. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas des périodes d'évaluation beaucoup plus longues, 5 ans, 10 ans? C'est une vraie problématique. Le choix des critères, on l'a vu, est quand même extrêmement important. Et souvent, les critères sont soit génériques et pas adaptés. Il y a le problème des critères intermédiaires, et on travaille beaucoup avec Robert Carlier pour essayer de développer notamment l'imagerie et des techniques d'évaluation quantitative d'imagerie pour évaluer la réponse thérapeutique dans ces maladies, également avec Pierre Carlier à Salpêtrière, qui est la relevance de ces critères. Et certains auteurs, notamment comme Bruno Falissard, s'orientent vers des critères mixtes qui associent à la fois des méthodes d'évaluation qualitatives et quantitative pour essayer d'améliorer justement le jugement sur ces thérapeutiques. Voilà. Et donc, en conclusion, dernière diapo, c'est un éternel recommencement. Et il faut vraiment avoir une politique à cadre de travail en continu qui permette une évaluation en continu en fait de ces produits. C'est peut-être plus là la difficulté. Voilà, je vous remercie.